think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. Bonjour Anne-Sophie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors je suis Anne-Sophie Nomblot, je suis la présidente du réseau SNCF Mixité. Donc, comme son nom l'indique, c'est le réseau qui s'occupe de la mixité, qui cherche à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes au sein du groupe SNCF. Ok, cool. Du coup, on a plein de questions pour toi. La première, c'est, on est là pour parler un peu du futur du travail. Qu'est-ce que représente pour toi le futur du travail? C'est une large question. La vache. Tu peux faire une petite question, une petite réponse courte dans la mixité. Là, la comme mixité. ça, avant le café, tout ça. Alors, le futur du travail dans la mixité. En fait, c'est une question qu'on s'est posée au moment du confinement au sein de notre réseau. Parce que on a constaté qu'il y a beaucoup de managers qui étaient un peu largués quand il a été question d'avoir leurs équipes qui étaient complètement à distance. Et ça a été un moment un peu difficile de se rendre compte que leurs collaborateurs avaient une vie perso, qu'il fallait jongler entre les deux, c'est etc. compliqué, hein. Surtout que si on commence à parler mixité, c'est souvent les femmes qui sont occupées de la charge parentale, de la charge domestique, etc. Il y a un rapport de la Fondation des femmes, d'ailleurs, qui en parle très bien. Et donc, en fait, pour certains qui étaient encore en mode, disons, contrôle et commande, je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en avait encore quelques-uns, ça a été vraiment super dur, en fait. Et d'ailleurs, ils étaient plutôt opposés, par exemple, au télétravail avant. En fait, moi, je pense que cette crise, elle a interrogé des trucs de fond, c'est-à-dire, mais en fait, pourquoi j'irai au travail? Et même au-delà de pourquoi j'irai au travail, et pourquoi je travaille, en fait. C'est une grosse question, pourquoi je travaille tous les matins, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est une vraie question, et je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont dit quel est le sens que je trouve dans mon travail, etc. Donc c'était vraiment important, et donc on a créé une sorte de petit parcours pour qu'en équipe, les équipes se disent c'est quoi déjà, effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est quoi le sens du boulot, et ensuite, en termes d'organisation, c'est quoi les rituels qui ont du sens, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qui a plus de sens à faire séparément parce qu'on est plus efficace si on le fait chacun dans notre coin, etc. Et je trouve que ça a permis vraiment de se poser des questions de fond qui n'étaient pas forcément des questions de genre, mais ça a permis de se poser des questions intéressantes. Ouais, pour la SNCF, vous êtes presque 1% de la population active. Quand vous décidez de la façon dont vous allez travailler, l'impact sur le reste du paysage français et la façon dont on va bouger, c'est déterminant. Et je trouve ça génial que tu aies été, toi, dans ton rôle sur la mixité, intégré à ces conversations tout de suite. Tu fais partie de tous ces grands sujets. Il y en a où tu n'es pas invité et il y en a d'autres où tu es en première ligne. Ouais, alors c'est le sujet de la mixité, c'est pas le sujet qui est au cœur, mais ça a quand même pas mal d'impact. Donc, je dirais pas qu'on est au cœur de la discussion, mais on y prend part en fait. On cherche à y prendre part pour peser dans la discussion. Je te parlais du rapport de la Fondation des femmes. Il y a, d'après le rapport au niveau national, il y a 21% des femmes qui ont arrêté de travailler au moment du confinement. C'était le double des hommes. Et puis, il y en a 70% qui ont considéré que cette période va pénaliser leur carrière. Elles ont décidé d'arrêter de travailler pour pouvoir être à la maison. Ouais. Et du coup, leur conjoint, lui, est resté en poste. C'est ça. Ils se sont sacrifiés. Enfin, c'est ça, ouais, complètement. Elles ont dit, on a 2 enfants qui ont 2 et 4 ans. Concrètement, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de crèche, etc. Donc, il faut quelqu'un qui s'y colle. En général, c'est les femmes qui ont le plus bas de revenus. Donc, du coup, assez logiquement, économiquement, ils se sont dit, c'est toi qui t'en occupes, quoi. Et l'autre point, pour aller même plus loin, dans les couples qui ont continué à télétravailler, où les 2 télétravaillaient, ce qui était quand même un format assez classique, en général, les hommes, donc dans un schéma classique couple hétéro, les hommes avaient une chambre à part ou une pièce à part pour travailler, alors que les femmes se retrouvaient dans le salon à gérer les devoirs, la cuisine, etc. C'est l'anti-Virginia Woolf. Exactement. Une chambre à soi, on est complètement passé à côté. Quoi. Mais on sait pourquoi ça? On sait pourquoi c'est comme ça? C'est un peu historique, tous les stéréotypes qui vont avec la charge parentale. Quoi. On est encore dans un schéma où c'est aux femmes. Voilà, exactement, c'est aux femmes de s'occuper que la maison soit bien tenue, que les enfants soient bien, etc. Le fameux instinct maternel, quoi. Et du coup, j'ai une question, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la culture et la mission.
Pour une boîte grande comme celle de SNCF, qu'est-ce que ça veut dire que limite, j'ai l'impression qu'il faut redéfinir la mission pour faire en sorte que les employés comprennent pourquoi ils viennent travailler? Ouais, je pense que tu as raison. En fait, c'est un travail qu'on est en train de faire en ce moment qui est de définir la raison d'être du groupe SNCF. Ça avait déjà été fait il y a quelques temps, mais c'est un travail qui est fait à nouveau. Alors, peut-être je dois préciser que le réseau SNCF Mixité, il est rattaché à la direction RSE, globalement, de l'entreprise. Et c'est cette direction RSE qui porte le projet d'entreprise, la stratégie, en fait, et notamment cette dimension raison d'être. Et c'est pour ça que cette dimension raison d'être, elle va être beaucoup tournée sur l'environnement, parce que le train, c'est un moyen écolo de se déplacer, etc. Et ça, on le voit vraiment, on le voit de plus en plus. Pour toutes les générations, c'est vraiment important d'avoir le sentiment d'être dans une entreprise qui sert à quelque chose, en fait, qui a du sens et en plus de contribuer à ce grand tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que l'entreprise ait du sens et à la fois que moi, je vois ma contribution directe dans cette entreprise. Donc effectivement, redéfinir la mission, moi, ça me semble vraiment super important. Et la flexibilité par rapport au bureau, au télétravail, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte en sachant qu'il y a toute une masse de personnes qui va arriver dans le milieu du travail et qui va se dire « mais moi, j'ai envie de travailler de chez moi le mercredi et le jeudi ». Dans le groupe SNCF, il y a vraiment une variété des situations parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne peuvent pas télétravailler. Quand on est contrôleur de train, quand on répare le matériel, concrètement, ça ne se télétravaille pas. Ouais. Ça serait chouette de pouvoir effectivement télécommander pour conduire la rame, mais ça n'existe pas. Donc il y a ces situations-là. Et puis à l'inverse, complètement à l'autre bout du scope, il y a des équipes qui bossent sur la transformation et l'innovation, et qui sont aux quatre coins de la France et qui se voient seulement une fois par mois, en fait, et qui vont trouver un mode de fonctionnement comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire il ne faut pas forcément plaquer des solutions toutes faites. En fait, à un moment, dans la boîte, il y a eu tendance à dire on va faire 2 jours de télétravail pour tout le monde et puis 3 jours de pas télétravail pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui le peuvent. Et moi, je suis vraiment convaincue que ça doit se faire au niveau de l'équipe, en fait, en fonction de ce que fait l'équipe, de sa façon de travailler, de son besoin d'être en interaction avec les autres ou pas. Il ne faut pas plaquer des solutions toutes faites. Ouais, ça, c'est la solution la plus courageuse. Je pense que c'est aussi la plus romantique et la plus difficile. La plus romantique. C'est celle que je veux voir et que je promeus, mais c'est aussi la plus compliquée à organiser. Et moi, ça m'épate dans des sociétés grandes comme la SNCF de réussir à dire ce que tu dis. J'adorerais que tout le monde puisse avoir ce choix et que la liberté soit le principe. La réalité, c'est qu'il faut se retrouver dans des bureaux où il n'y a pas toujours la place pour tout le monde, etc. Et j'ai été très frappée récemment par les accords de travail hybride de Renault. Ce ne sont pas les accords de télétravail, donc ça montre qu'on est un peu vers le futur. Comment, quand on a une masse salariale aussi importante, et comme vous, il y a des conducteurs de train, eux, ils ont des gens à l'usine qui assemblent des pièces. Comment est-ce qu'on arrive à être aussi agile et à réussir à s'organiser tout en ayant un œil, comme c'est ton rôle, j'imagine, sur la place des femmes dans ce contexte. Elles vont avoir la liberté de rester ou de venir au bureau, de rester chez elles ou de venir au bureau. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elles ne sont pas celles qui vont s'occuper des enfants en permanence et qui ne vont pas être vues par leur manager ? Ça, c'est une vraie question parce qu'au moment du retour au travail, on s'en était parlé d'ailleurs toutes les deux, on a pu constater que c'était souvent les femmes qui, le mercredi, étaient en télétravail. Parce que du coup, quand il faut, pendant une pause entre des réunions, récupérer un enfant, l'emmener à son activité, etc., c'était encore les femmes qui s'y collent, quoi. Et ça pose des vraies questions et il faut être attentif à ça pour pas qu'elles se retrouvent à devoir encore gérer tout en même temps, quoi. Du coup, ça me permet de poser une autre question. C'est sur le sujet, on en parlait tout à l'heure un peu en off, des promotions. Tout à l'heure, je disais que l'un des trucs que je vois, c'est que on est en train de travailler sur le problème de façon un peu superficielle, j'ai l'impression, et c'est-à-dire se dire, OK, vous pouvez aller en télétravail 3 fois dans la semaine, etc. Mais on n'est pas encore en train de réfléchir aux problématiques qu'on vit déjà actuellement quand on est au sein d'une boîte et dans le bureau, c'est-à-dire comment on gère les promotions. Tout à l'heure, on parlait donc des femmes qui allaient être pénalisées. La pénalité, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi de se dire que quand on est loin du roi, entre guillemets, les promotions, c'est encore plus compliqué. Donc,
C'est vrai, T'es à la c'est vrai. maison, tu restes à la maison. En plus, on te force à rester un peu à la maison. En plus de ça, tu touches pas les promotions. Donc, comment est-ce que on va, à ton avis, hein, c'est une question, je n'ai pas la réponse non plus, mais comment est-ce qu'on va réfléchir la culture, à ton avis, pour faire en sorte de travailler sur les promotions et cette cohésion finalement d'équipe qui va faire que même à la maison, on va se sentir faire partie de la boîte. Déjà, moi, il y a un truc qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que cette crise, elle a permis, je pense, de casser un peu le mythe du présentéisme. Parce qu'on restait quand même vachement sur cette idée de... c'est le gars, souvent, qui reste après 20h, qui du coup est un bon professionnel parce qu'il assure, il est là à 7h, il reste jusqu'à 20h, etc. C'est un bon travailleur. C'est un bon travailleur. Le gars, il a peut-être préparé ses vacances entre 15 et 17 sur oui, SNCF, personne ne le sait, il n'y avait pas moyen de vérifier, etc. Et je pense que voilà, le télétravail a montré que chacun a son rythme, mais on pouvait très bien bosser, y compris sans rester à des horaires pas possibles, etc. Donc moi j'espère, en tout cas, j'ai un fond assez optimiste, que ça va aider en fait de se rendre compte que c'est pas forcément le nombre d'heures passées au boulot qui compte pour la promotion. Et après, sur le sujet de promotion, donc, il y a tout un travail qui a été fait chez SNCF pour définir en fait quels étaient les attendus des cadres supérieurs, etc., pour être promus, avec des choses très objectives du type se connaître soi-même, savoir gérer l'incertitude, etc. Et je discutais avec un cabinet de chasse qui m'expliquait qu'en fait, plus les règles étaient objectives, et plus ça profitait aux femmes. Parce que quand il n'y a pas de règles qui sont dites officiellement, en fait, c'est un peu de la cooptation. Et du coup, la tendance naturelle étant de promouvoir des gens qui nous ressemblent, et ça, on fait tous ça, toutes et tous ça, du coup, s'il n'y a pas des choses un peu factuelles, voilà, voilà, c'est plutôt les femmes qui passent à la trappe, en fait. Par factuel, est-ce que tu veux dire juste facts, ou bien est-ce qu'il y a d'après toi, il devait y avoir des choses qui doivent être imposées pour faire en sorte que... Qu'est-ce que tu veux dire par factuel ? Là, en l'occurrence, dans le modèle de leadership qui a été défini chez nous, il y a 4 grandes valeurs, et donc on dit clairement ce qu'on attend d'un dirigeant à la SNCF, en fait. Ça prend un peu de temps, parce que c'est quand même un changement de culture, mais oui, ça s'est déployé assez rapidement. Et vous communiquez ça vers l'extérieur ou pas ? Parce que je le redis, le poids que vous avez dans le paysage de la population active, il est important. Et vous avez les moyens et les possibilités et les cerveaux réunis pour arriver à ce type de réflexion qu'ont pas toutes les entreprises, notamment les plus petites, qui ne sont pas dotées de ces ressources. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager, dont vous pouvez parler et dont d'autres sociétés pourraient s'inspirer ? Ou est-ce que c'est tellement SNCF que finalement... En fait, c'est pas tellement SNCF parce que les choix qui sont retenus, c'est pas tellement spécifique à notre boîte. À ma connaissance, on n'en fait pas tellement la promo, mais on pourrait. Il n'y a pas un petit tum. Très réussi. Du coup, ça me fait penser à un truc que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu gères en fait au moment où tu veux adapter à ta boîte et à ton équipe. Tu veux dire comment ça se fait que le conducteur peut pas télétravailler ? C'est plus dans le sens où si je ne peux pas travailler, comment est-ce que je compense ? Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Si je peux pas télétravailler, si j'ai pas cette souplesse. Tu me payes plus ? Comme tu vas. Moi, je suis un conducteur de train ou peu importe. Si je vois que les autres ont droit à ce dont je n'ai pas droit, je veux une compensation. On fait comment ? En fait, c'est juste la question de... Je pense qu'en tout cas, il y aura en tout cas des questions dans toutes les boîtes à un moment donné de comment est-ce qu'on gère l'adaptation. Après, je pense qu'actuellement, on l'oublie, mais il y a déjà des adaptations. Personne ne dit rien en vrai. Mais la question s'est posée. En fait, à un moment, il y a eu en interne une espèce d'opposition. Alors, ils ont appelé ça une fronde. Ouais, un truc col bleu versus col blanc, tu sais, c'est un truc. Et c'est vrai que la question s'est posée. Après, c'était important pour le coup, déromantiser le télétravail parce que je pense que pour certains, le télétravail, ça avait l'air vraiment super cool. Ah oui, parce que c'est les vacances. C'est ça, c'est les vacances, ok, ils foutent plus rien, etc. À l'inverse, le télétravail, pour certains, ça a pu être synonyme d'horaire à rallonge, de plus de pression, etc. Instagram versus reality. Ouais. Tout le monde n'a pas travaillé en bord de mer. Oui, et puis une étude a montré que, je crois que c'était
Forbes ou un entrepreneur ou un truc comme ça qui montrait qui disait que en fait ceux qui télétravaillaient travaillaient beaucoup plus longtemps. En fait, la plage horaire était beaucoup plus longue que ceux qui faisaient des horaires fixes au bureau. Et que du coup, le bossaient burn-out, plus, en fait. Et puis du coup, le burn-out arrivait plus vite, alors que tu es à la maison. Ouais, et puis mine de rien, Teams ou Zoom, etc., en termes de charge cognitive, c'est assez compliqué. Le temps écran, énorme. C'est ça, c'est crevant, en fait. Je confirme. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas romantiser le télétravail, parce que ce n'est pas non plus la panacée. Donc... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce sera ma réponse. Non, mais moi, je trouve que c'est... Peu importe ta question. Voilà ma réponse. Moi, c'est ma réponse. Pas mal. Non, moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est ce que tu disais sur qu'est-ce qu'on va m'offrir en compensation, et que évidemment que c'est arrivé dans la tête des gens. Et je pense pas honnêtement que un conducteur de train se dise mais comment ça, moi j'ai pas le droit au télétravail. Ah oui, il a un choix de carrière, oui. et je pense que sa passion, je pense que c'est des métiers passion. Tu choisis, c'est comme je suis conducteur d'un avion. Je suis pilote, je dis alors mon télétravail, ça va être après, le chaud. conducteur d'avion, c'est pas pareil qu'un conducteur de train. Je pense au niveau de la formation, je pense que j'ai vu sur le site SNCF qu'il y avait beaucoup de formations pour former les femmes à la conduite de train. Donc, c'est pas pareil que d'être, par exemple, un pilote. Je pense que c'est pas la même strate pour embaucher. Ah, tu veux dire qu'en fait, nous, on embauche des personnes qui... Oui, en fait, il n'y a pas de formation de conducteur de train à l'extérieur, en fait. Donc, effectivement, on prend des gens qui ont le bac et on les forme complètement en interne. Ouais. Et je pense que c'est moins compliqué que ce dont on parlait en off avant que tu arrives, Anne-Sophie, c'est les développeurs informatique, par exemple, sous tous ces métiers de la tech, qui ont souvent une place à part dans l'entreprise parce qu'ils sont denrées rares quand on veut les recruter. Et donc, du coup, ils dictent la loi dans l'entreprise qui est moi, je ne viens pas au bureau parce que je suis beaucoup plus productif à la maison, et personne ne peut rien dire parce qu'en effet, ils sont bien plus productifs à la maison. Mais les autres, on leur a dit oui, mais il va falloir revenir au bureau pour l'ambiance, pour... C'est ça. Et en plus, faire 2 heures de trajet pour faire la même chose que tu peux faire chez toi beaucoup plus rapidement sans être dérangé par Gilles qui vient toutes les 2 secondes pour te demander si tu peux régler un truc sur son ordinateur, tu vois. Tu peux lui mettre Internet. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu un truc qui était tu viens au bureau ? Non, je peux pas, j'ai trop de boulot. Pas mal. Mais ça. du coup, comment tu garantis une égalité, enfin, tu peux même pas dire égalité, je pense une équité entre tous ces métiers télérobustes, téléfragiles, entre les personnalités qui sont... moi, j'adore être chez moi et les autres, je peux pas vivre tout seul à l'intérieur. Et comment, quand on rentre en question les problèmes de rémunération, de niveau de vie, de qui a la place, qui n'a pas la place de travailler. Je pense à la SNCF, c'est hallucinant. Vous avez absolument tous les métiers, toutes les classes sociales. Je pense aussi, distribués partout sur le territoire, ce qui est assez peu le cas dans les grosses boîtes. C'est comment vous gérez ça. Facebook a dit qu'ils allaient payer différemment les gens qui habitaient ailleurs que dans la Silicon Valley, par exemple. Et il y a pas mal de boîtes de la tech qui ont décidé ça. Comment la SNCF, elle va réagir à ça, d'après toi, si ce n'est pas déjà esquissé? Moi, en fait, je pense qu'il faut qu'on en revienne à ce que je disais au début, au sens, en fait, de à quoi ça sert d'aller au bureau. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ce travail en équipe, de se dire pourquoi est-ce qu'on reviendrait, en fait. La cohésion sociale. Ouais, exactement. Et de se dire concrètement, nous, on revient parce qu'il y a tel truc, c'est plus simple de le faire quand on se voit concrètement, parce que ça nous fait plaisir de prendre un café de temps en temps, etc. Et de se le redire. Donc voilà, c'est la vision un peu romantique des choses. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce travail commun, de se dire pourquoi est-ce qu'on va au travail, quel est l'intérêt. Et je pense qu'une fois que ça s'est fait, peut-être que les développeurs dont tu parlais se diront ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a ça et ça qui est possible au travail que je ne peux pas faire à la maison. Et peut-être que ça me donnera envie de revenir une fois par semaine, etc. Une fois par semaine, c'est bien. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend pour qui. Dans cette liberté de choix du lieu de travail que tu prônes, vient aussi, alors du coup moi c'est ça qui m'a fascinée dans notre rencontre, c'est de mettre la condition de la femme au cœur de la réflexion sur le télétravail et le travail hybride. Comment jongler sur cette liberté, et tu le fais quand tu veux, avec je vais avoir quand même un point d'intention pour être sûr que c'est ce que tu veux et ce que tu choisis en connaissance de cause
pour la progression de ta carrière, pour ton bien-être au travail, et à quel point tu es vraiment libre de choisir de ne pas venir le mercredi après-midi Ouais, grave. Ouais, mais en fait, ça rejoint un peu la question que nous, qu'on traite dans le réseau depuis super longtemps, qui sont toutes ces femmes hyper talentueuses et qui osent pas postuler au poste d'après parce qu'elles se disent j'en suis pas capable ou c'est trop compliqué avec ma vie perso, etc. Et en fait, ces femmes, faut souvent aller les chercher, en fait. Alors qu'en moyenne, c'est pas toujours vrai, mais les hommes ont plus tendance à lever la main en disant « moi, je suis intéressé par le poste au-dessus, si jamais il se libère, faites-moi signe ». Quoi. Donc, en fait, c'est des clichés, des stéréotypes à déconstruire, une espèce de petite voix intérieure à faire taire. Et puis, moi, je crois beaucoup aussi au fameux rôle modèle. Par exemple, le PDG de SNCF Réseau, qui est une des grandes sociétés du groupe SNCF, il a dit clairement, quand on devient dirigeant, c'est pas abandonner sa vie privée, en fait. Et c'était son cas personnel, où il a 2 filles, à un moment de sa vie, c'est lui qui les a élevées, et il s'est organisé pour ça, etc. Et je trouve que donner la parole, notamment à des hommes qui disent moi, j'ai fixé les conditions et c'était pas possible pour moi après 19h parce que j'avais un enfant en bas âge, etc. En fait, ça montre à plein de gens que c'est possible. Et du coup, il y a cette dimension d'exemplarité, de mettre en avant les gens qui l'ont fait, qui, je pense, peut aider. Donc, sur ta question en particulier, ça peut être ça aussi, de dire, finalement, c'est OK. Tu vois, là, on est vraiment en pleine période de rentrée. Moi, j'ai 3 enfants, je sais que tu en as beaucoup aussi. Il y a ce sujet d'aller les faire vacciner, de récupérer l'attestation, machin truc, etc. Ça prend un temps fou et en plus, c'est pas toujours possible de le faire le week-end. C'est OK de se dire que de 14 à 15 heures, tu vas faire un rendez-vous médical et puis tu rattraperas après, etc. Et je pense qu'il faut aussi prôner cette souplesse et accepter cette souplesse et dire aux mamans ou aux femmes de façon générale, tu feras pas une croix sur ta vie privée en acceptant cette promotion. Il va falloir gérer les KPI, quoi. Il y a ce moment où on est dans l'opinion et c'est à quel moment on dit voilà ce qui se passe exactement. Est-ce que le télétravail, la souplesse ou le travail hybride amène et voilà ce qui ne l'enlève pas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mesuré ça et qu'on n'ait pas décidé des indicateurs, il ne se passera pas grand-chose parce qu'on pourra tous dire il y a plus de burn-out, il y en a moins, ou les femmes continuent à avoir accès. J'espère qu'ils ne vont pas, si les résultats sont un peu négatifs, dire on abandonne, ça y est. Non, dire c'est les femmes. En fait, les femmes, quand elles restent à la maison, si ça. Ouais, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand c'est positif, c'est tout le monde. Mais quand c'est négatif, on se rend compte que dans ce pourcentage, parce que on connaît les dirigeants, on en connaît plein, tu vois. Et ça va être, mais bon, là, je vois qu'il est moins efficace, il est moins efficace, tu vois. Et ça peut très vite tourner dans un truc, une excuse pour ou bien se débarrasser de quelqu'un, ou bien... donc, je voulais juste dire qu'au niveau des stats qu'on va avoir, j'espère juste que ce sera vraiment fair et que si ça ne se passe pas très bien en termes de productivité, c'est pour tout le monde, pareil. Pas seulement les femmes. Moi, je suis pas sûre que ça se passe moins bien en termes de productivité, parce que pour le coup, on parlait des mamans, même si elles ont un peu moins d'heures sur des horaires de journée classiques, souvent... Désolée de le dire, mais elles sont plus efficaces en fait, parce qu'à force de gérer 15 trucs en même temps, etc., elles savent aller droit au but, etc. Je pense qu'il y a des compétences qui sont liées à la maternité qu'il faut aussi savoir reconnaître et qui permettent d'avancer, quoi. Multitasking. J'ai une dernière question. Il y a eu le Covid, on a eu le confinement. À SNCF, vous avez des bureaux énorme partout. Quel est le pourcentage de remplissage de vos locaux et est-ce que, pour toi en tout cas, est-ce que ça a encore un sens d'avoir des locaux énormes pour 40% de remplissage ou plus ou moins, mais pas 100%? Je ne connais pas le taux de remplissage et je ne sais même pas s'il est calculé au niveau national. Je ne sais pas si ça aurait un sens de le calculer comme ça. Nous, on est beaucoup en open space avec quelques bureaux de dirigeants. On avait fait un mouvement qui était plutôt de supprimer les bureaux des dirigeants en essayant de se dire comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité, etc. On se rend compte que là, dans la situation actuelle, c'est quand même pas mal d'avoir un bureau à part. Ça permet de tomber le masque
Donc c'est une vraie question. Là, on est en train, pour le siège qui est à Saint-Denis, de réfléchir au flex office, en fait, ce qui était vraiment un tabou jusqu'à présent. Moi, j'ai jamais travaillé en flex office, donc je sais pas exactement quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, je pense qu'Audrey, tu serais plus capable que moi d'avoir un avis tranché sur la question. Ouais, sur le flex, évidemment que c'est le meilleur moyen d'optimiser les mètres carrés. Encore faut-il avoir une culture qui soit optimale pour ça, parce qu'il y a encore des gens qui sont attachés à leur bureau et on les a déjà beaucoup bousculés au moment de la pandémie pour en plus leur dire eh bien maintenant quand tu rentres, finis ta petite photo et ton casier, tu te mettras bien là où il y a de la place. Donc c'est un accompagnement et en général ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi, pour terminer, je suis hyper curieuse de savoir comment toi, t'organises ta semaine. Entre bureau, pas bureau, 3 enfants. C'est hyper variable en fonction des semaines. Moi, je vais systématiquement au bureau le mardi parce que c'est le jour où on a le CODIR, les réunions d'équipe, etc. On essaie de tout regrouper sur une journée. Et ensuite, les autres journées, je vais au bureau en fonction des rendez-vous que j'ai, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui nécessitent de se voir, ou c'est plutôt des journées de créativité, ou c'est pour rencontrer des gens que j'ai jamais vus, etc. Donc en fait, c'est assez variable en fonction des semaines. Et ce qu'on a vu dans le réseau, en fait, ce que j'ai pas dit au début, c'est que le réseau SNCF Mixité, en fait, c'est plein de femmes et d'hommes qui sont engagés en plus de leur travail quotidien sur les sujets de mixité. Et donc concrètement, on s'est pas vu depuis super longtemps parce que du coup, c'est des personnes qui sont sur la France entière. Et là, on va commencer à, ça y est, se revoir un peu. Et j'ai déjà fait quelques réunions de personnes que j'avais jamais vues, parce qu'en fait, j'ai pris mon poste il y a à peu près 1 an. Et c'était timing. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était super, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré de pouvoir les voir en vrai, échanger de manière plus directe, etc. Donc, j'ai hâte, en fait, d'être dans cette phase où on va pouvoir à nouveau se rencontrer, créer des trucs ensemble, toucher un peu, enfin, pas toucher les gens, mais toucher les gens. C'est ça, toucher les trucs qu'on fait, etc. Sensation sociale. C'est ça. Moi, j'ai hâte d'être à nouveau dans cette phase-là, en fait. Parce que je pense que vous êtes, à ma connaissance, la seule entreprise qui a ce point de vigilance. Et j'espère que les gens qui vont écouter cette émission et qui ont des jobs RH ou représentants du personnel ou dans les COMEX vont allumer cette petite lumière et y porter attention, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un réflexe. En fait, je voudrais juste dire un truc sur ce point. Il y a un super bouquin qui s'appelle « Femmes invisibles » d'Isabelle Criardo-Pérez, où elle explique qu'il y a plein de domaines où il n'y a pas d'études statistiques qui incluent le genre, en fait. Okay. Et ce point-là, c'est hyper problématique parce que ça amène à des situations où, par exemple, vous voyez les voitures dans les crash tests, en fait, jusqu'à très récemment, le seul modèle qui était testé, c'était un homme, en fait. Alors que il y a la poitrine de femme qui fait que c'est différent, c'est même ça. pour la ceinture taille, et tout. Il y a plein de choses qui sont différentes et en fait, c'est un vrai danger pour les femmes de s'être basées sur un modèle masculin. Et il y a plein d'autres choses comme ça où en fait, on prend les statistiques moyennes. C'est vrai aussi pour les médicaments, pour le transport, sujet que je connais bien, etc. On prend une personne moyenne et une personne moyenne, c'est un homme. Et quand on se pose la question juste des chiffres, en se disant juste séparons les chiffres des femmes et des hommes juste pour voir s'il y a un écart, voyons si en sécurité du travail, si en transport, si en ça et ça, est-ce qu'il y a un écart ? S'il n'y en a pas, c'est super. S'il y en a un, ça vaut le coup de se poser la question parce que ça peut permettre de mettre en place des choses qui, à la fin, bénéficient à tout le monde. Donc j'encourage vraiment, sur toutes les stats liées au télétravail, parce que je sais qu'il y a plein de boîtes qui ont fait des enquêtes pour savoir est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas, etc. Regardez s'il y a un écart entre les hommes et les femmes, vous aurez peut-être des surprises. Il faudrait les genrer déjà. Ouais. Et la question. Souvent, ne serait-ce que sur... tu parlais des 2000, là, les bonhommes de crash test, mais souvent, même sur les réseaux sociaux, sur pas mal de choses, le personnage par défaut, ça sera un homme. Donc, même quand tu te connectais à l'époque sur MySpace... À l'époque du Moyen-Âge. À l'époque du Moyen-Âge, sur MySpace, c'était, tu vois, à chaque fois, c'est les personnages un peu par défaut, c'est un homme. Partout, c'est un homme, en fait. Et donc, juste le fait de se dire, non, pour le crash test,
la ceinture de sécurité, c'est bien pour un homme, mais peut-être que pour une femme, c'est pas forcément très bien. Et donc, il y a pas mal de choses qu'il faut redéfinir et peut-être réétudier. La personne moyenne. Ouais. La En fait, j'ai personne l'impression que Une femme. c'est d'où le fait qu'à la base de chaque recherche, la team doit être super diverse. Ah ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, là, on le voit avec les AI et tous les problèmes. Artificielle. Intelligence artificielle et toutes les problématiques qu'il y a autour de ça. Il y a la mixité, il y a l'équité, enfin, tout est lié à ça. Et demain, c'est des ordinateurs qui vont décider beaucoup de choses. Et si la base est mauvaise, malheureusement, il y aura énormément d'erreurs. Et on le voit déjà. Oui, on le voit déjà. Effectivement, on sait qu'effectivement, les logiciels de reconnaissance vocale, ils sont moins efficaces sur les femmes. Les logiciels de reconnaissance faciale sont moins efficaces sur les personnes de couleur, etc. Parce qu'effectivement, quand c'est pensé par une équipe masculine, sans forcément de mauvaise foi, quoi. Il n'y a pas de volonté de biaiser le truc, mais quand c'est pensé par une équipe, disons, homogène et testé avec un panel homogène, ben, on ne peut pas avoir quelque chose qui corresponde aux besoins de l'ensemble de la population. En fait. C'est clair. Et on le voit partout. On le voit aussi bien donc, du coup, en Europe, où c'est en majorité des Blancs. On le voit en Asie, où quand ils font leur détection faciale, pareil, il y a plein de problèmes. Et on le voit partout, en fait. Donc, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est cool, non? J'ai adoré la conversation. On pourrait y passer la journée. C'est clair. Moi, j'ai encore plein de trucs à dire. N'hésite pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais absolument dire et que tu n'as pas pu dire? Non, je pense que sur ce sujet de futur du travail, on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, c'est cool. Je pense que le futur du travail, il est féminin. Je veux pas vous mettre à l'écart, mais il y a un sujet. Non, il est divers en tout cas. Clairement, en tout cas, je suis content parce que ma dernière question, en fait, c'était pour le bouquin, mais tu y as déjà répondu. Est-ce que tu peux juste répéter le nom du bouquin pour que les gens aillent... C'est recommandation lecture. Ouais. Donc ça s'appelle Femmes invisibles d'Isabelle Criardo-Pérez. Top. Je l'ai lu cet été sur tes recommandations et je t'en remercie. Cool. Ok, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et encore une fois, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement Avec et plaisir. d'être venu chez Métaphore pour nous rejoindre et pour avoir cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie. Salut. Ciao.